Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Gamer88, on se retrouve pour un nouveau Côté Histoire. Il n'y a pas si longtemps, c'était le 11 novembre, alors j'avais envie de vous faire plusieurs Côtés Histoire sur la Première Guerre mondiale, parce que c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup de la deuxième, mais je pense que certains d'entre vous seront heureux d'apprendre quelques trucs sur la première, parce qu'on en parle beaucoup moins, mais elle a été tout aussi violente, malgré que les armes étaient moins puissantes à l'époque. Il y a quand même eu pas mal de boucheries, on va dire qu'il y a eu moins de victimes civiles qu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'était vraiment violent pour l'époque parce que c'est la première fois qu'il y avait une guerre aussi violente en fait. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la déclaration de guerre sur l'Europe, comment ça s'est passé, et de la mobilisation générale, qui était jusque-là encore inconnue à ce jour en France. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à liker si jamais la vidéo te plaît, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager sur les réseaux sociaux si ça te dit, si ça t'a intéressé, si ça t'a appris quelque chose. Voilà, nous commençons tout de suite. Bonne vidéo! En 1914, l'Union européenne n'existait pas encore. En revanche, deux alliances existaient déjà. Je vais donc vous raconter comment la première guerre mondiale a vu l'aube. Voici la carte de l'époque. En vert, ce qu'on appelait la Triple Alliance est constituée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie qui était encore rattachée en deux pays, et de l'Italie. La seconde alliance, que l'on appelle la Triple Entente, est composée de la Russie, de la France et de l'Angleterre. Tout commença le 28 juin 1914 en Serbie à Sarajevo. Le futur héritier du trône d'Autriche-Hongrie est en voyage en Serbie et se fait assassiner avec sa femme en pleine cérémonie. Le 7 juillet, l'Empire austro-hongrois accuse alors la Serbie de terrorisme et pense immédiatement rentrer en guerre contre celle-ci. La Serbie était alliée de la Russie. Alors le 16 juillet 1914, le président français de l'époque, Raymond Poincaré, part en voyage officiel en Russie. Les Russes promettent à la France de rester en paix, mais qu'ils se défendraient en cas d'attaque. Le 28 juillet 1914, ce que tout le monde redoutait arriva. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le lendemain, l'artillerie austro-hongroise ouvre le feu sur Belgrade. La Russie lance alors sa mobilisation générale suivie de l'Autriche-Hongrie. Le 31 juillet, Paris est touché par l'assassinat de Jean Jaurès, un célèbre homme politique. Le lendemain, la France reçoit pour la première fois de l'histoire un ordre de mobilisation générale. C'était encore jusque-là jamais arrivé. Voici en gros le règlement de celle-ci. Le 1er août 1914, l'ordre de mobilisation générale est décrété en France. Tous les Français soumis aux obligations de la conscription universelle masculine en vigueur doivent donc quitter leur foyer et revêtir l'uniforme. Retour sur un processus d'une ampleur jusque-là inconnue. Qui est mobilisé? Tous les Français soumis aux obligations militaires de la conscription. Au 1er août 1914, c'est la loi dite des 3 ans qui en définit le cadre. L'année de ses 21 ans, chaque Français est appelé à faire son service à l'armée active. Une fois accompli, le conscrit revient à la vie civile mais n'est pas délié de toute obligation militaire. Il devient réserviste pour une période qui varie sous la Troisième République de 4 à 11 ans et demeure régulièrement soumis à des périodes d'exercice. Il peut être à tout moment mobilisé, c'est-à-dire être incorporé dans une unité d'active ou de réserve prête à partir en campagne. La période de réserve terminée, le citoyen est versé dans l'armée territoriale. Celle-ci, en temps de guerre, est normalement employée à l'arrière du front et à l'intérieur du pays pour des tâches militaires qui ne relèvent pas du combat mais plutôt de la surveillance des bâtiments militaires et de l'organisation de l'effort matériel. En 1914, les classes mobilisées s'étalent de 1896 à 1913.
et représentent 80% des individus concernés. Des hommes incorporés les plus âgés, sans compter les engagés volontaires, approchent donc des 40 ans. En Allemagne, l'organisation est à peu près similaire, même si le régime de l'armée de réserve est plus complexe. Au 1er jour d'août, ce sont donc environ 3 500 000 Français et 4 millions d'Allemands qui sont mobilisés. Presque toute la population masculine adulte se retrouve assise sous les drapeaux. La supériorité démographique de l'Allemagne explique que, contrairement à la France, elle n'ait pas eu besoin de se mobiliser immédiatement les presque 10 millions d'hommes soumis aux obligations militaires. Le trait commun à ces armées mobilisées tient surtout à la jeunesse de leur unité d'active. Elles sont formées des hommes en train d'effectuer leur service militaire et des plus jeunes des réservistes, soit des hommes de 21 ans à 30 ans. Dans l'armée française, les unités de réserve sont censées rester en deuxième ligne. Personne n'imagine, pas même l'état-major, qu'elles auront à subir le feu. Au contraire, l'armée allemande compte mêler dès le début de la guerre unités d'active et unités de réserve afin de surprendre l'adversaire et de posséder une réelle supériorité de masse lors des premiers affrontements. L'annonce de la mobilisation. La mobilisation générale est annoncée le 1er août 1914 dans l'après-midi vers 16 h en France et vers 17 h en Allemagne. Mais selon la situation militaire, civile et géographique de chacun, l'annonce est dans les faits plus étirée dans le temps. Depuis Paris, l'ordre de mobilisation a été télégraphié aux préfectures. Chaque commune, par le relais des maires, des gendarmes, des gardes champêtres, doit alors informer la population et procéder à l'affichage de l'ordre. Mais la position d'une simple affiche ne saurait suffire. En 1914, même dans les villes, les annonces officielles se diffusent la plupart du temps, leur proclamation dans un espace public. L'urgence de la mobilisation qui commence à minuit impose un prompt rassemblement des hommes pour annoncer au plus vite l'ordre de mobilisation. Pour alerter une population rurale en pleine moisson, dispersée dans des champs et des hameaux éloignés, parfois de plusieurs kilomètres de la mairie, les autorités communales délivrent un message sonore d'alarme et font donc sonner le tocsin aux cloches des églises. Avant même d'entendre l'ordre de la mobilisation, les Français savent que le tocsin est synonyme de catastrophe. Tout au long du XIXe siècle, il a été la sonnerie de l'émeute et de la violence collective. De plus, les tensions diplomatiques de l'été, depuis quelques jours, préoccupent et les rumeurs prennent peu à peu forme qui, irriguant avec plus ou moins d'intensité villes et campagnes, commencent à agiter le spectre de la guerre. L'appel du tambour redouble celui de la cloche. Le tambour est l'autre grande sonnerie collective du XIXe siècle, s'il n'a pas la même portée que la cloche. C'est lui qui appelle à écouter les annonces publiques lues sur la place du village, instrument militaire qui ordonne le rassemblement armé et accompagne la montée au combat. Le tambour annonce lui aussi la guerre. Ainsi vient-il compléter le paysage sonore de l'annonce de la mobilisation. Cloches religieuses et tambours civils sonnent tous deux un premier rite de passage et authentifient une solennité martiale qui précède la lecture de l'ordre. Le départ des foyers. Rentré chez lui, une fois l'ordre connu, chaque homme consulte son livret militaire. Dans celui-ci, il trouve les indications à suivre en cas de mobilisation. Qu'il peut aller se faire expliquer à la mairie, il s'agit dès lors de s'organiser pour rejoindre la date demandée de lieu de stationnement de son régiment, qu'il soit d'active, de réserve ou de territorial. Les rassemblements sont échelonnés afin d'éviter de trop grands afflux sur les routes et les chemins de fer. Si les conscrits et les soldats de l'actif sont déjà encasernés, les réservistes doivent rapidement s'adapter aux exigences militaires et à la préparation d'une campagne de guerre. Une fois tous les réservistes arrivés, les unités d'actifs peuvent partir pour leur zone de concentration
Point de départ vers les lieux d'opération choisis par l'état-major. Ces déplacements de centaines de milliers d'hommes et de chevaux, accompagnés de leur matériel, nécessitent une mobilisation sans précédent des chemins de fer. Au final, en France, 16 500 trains militaires circulent entre le 1er et le 20 août. Les lignes maritimes ont également été mobilisées pour les unités venues de Corse et d'Afrique du Nord. 38 000 hommes et 6 800 chevaux ont ainsi traversé la Méditerranée depuis l'Algérie et la Tunisie. Le voyage en train vers la zone de concentration a constitué pour les soldats la deuxième expérience collective de la guerre. S'il a duré bien moins longtemps que le séjour en caserne, il a marqué fortement les esprits et son souvenir. Pour de nombreux soldats, il représente parfois le long voyage de leur vie. Les Français de 1914 sont certes plus mobiles qu'un siècle auparavant, mais de très nombreux paysans ont conservé un horizon de vie géographique limité à leur pays ou à leur région, découverte lors de leur service militaire. Malgré l'émotion et la tristesse de la séparation, les Français ont surtout manifesté une attitude pleine de sang-froid, dans la résignation entre la consternation et l'enthousiasme. Ils ont le sentiment du devoir à accomplir dans l'obéissance à la loi. Quand ils montent dans le train, les hommes ne savent pas où ils seront débarqués. Tous imaginent bien qu'il s'agit de l'Est, mais la localisation de leur zone de concentration est ignorée. La plupart se persuadent comme la presse que le conflit, s'il éclate, sera court. À la mi-août, l'armée française est prête et se lance dans les premières grandes offensives. Dans ces épisodes, nous allons parler essentiellement de la campagne de France entre les Français et les Allemands. Parce que voilà, je suis français à Bourgousien, donc je suis situé pas loin du front de l'époque. Du coup, ça m'intéresse pas mal de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les Français étaient enthousiastes et contents de monter au front. Ils pensaient rentrer pour Noël ou plus tard. Après la guerre franco-prussienne de 1870, la Prusse avait assiégé Paris, la France avait capitulé. Du coup, les enfants de cette guerre ne pensaient qu'à venger leur père en partant la fleur au fusil dans une guerre. Seulement, ils étaient loin de se douter qu'ils s'embarquaient dans la boucherie la plus grande jamais vue jusqu'ici. La Grande Guerre, appelée la Der des Der, allait être le théâtre d'innovations et de matériel jamais utilisé à une aussi grande échelle et aussi longtemps. Dans les 3 premiers jours, les Français embarquaient dans leurs gares en direction de l'Est, notamment dans les Vosges, en espérant récupérer les bouts de territoire annexés de l'Alsace ainsi qu'une part de la Lorraine. La prochaine fois, nous verrons donc les premières batailles françaises en Alsace et en Lorraine. En espérant que cette petite vidéo instructive vous aura plu, ma foi, pensez à liker, à vous abonner si c'est pas fait, si ça vous a plu, à partager, vous n'avez rien à perdre et moi ça me fait plaisir. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. À la prochaine les gamers, et vive les jeux vidéo, même si nous n'en avons pas parlé, et vive l'histoire. Salut à tous.